Welcome to sensational Adelaide in South Australia, the home of the Santos Tour Down Under. 1 kilometre to go. It is going to be a very close finish. Oh boy, that is a big result. Bonjour à tous, bienvenue sur NATV, émission spéciale aujourd'hui consacrée au Santos Tour Down Under qui s'est achevé il y a une semaine en Australie, en Océanie et qui a vu la victoire de l'Australienne de la FDJ Suez Futuroscope Grace Brown s'imposer 2 ans après la dernière édition en raison de la crise Covid. Nous reviendrons sur la performance du collectif FDJ Suez Futuroscope et la victoire au général de Grace Brown avec celle qui a été championne de France élite en 2019, Jade Viel. Elle sera notre invitée. Enfin, nous vous proposerons aussi de réécouter l'entretien avec le manager général de cette équipe, Stéphane Delcourt. Mais avant ça, je vous propose de revenir sur l'édition 2023 du Santos Tour Down Under. As a new year dawns, the world's greatest cyclists return for Australia's greatest bike race. The Santos Tour Down Under is back. From Stuart O'Grady in 1999 to Ruth Winder in 2020. To win in Adelaide is to confirm you are amongst the very best. The famous wine country and the stunning beaches of South Australia provide the backdrop, but it's the riders who dominate centre stage. It all kicks off with the women. For the first time, a World Tour race, a premier event on the international calendar. 3-time winner Amanda Spratt returns with a new team. World Championship silver medalist Grace Brown has a strong French FDJ squad for support in her bid for victory. Rising star Ruby Roseman Gannon heads up the Jayco Alula team, and America's Lauren Stevens leads the international charge for the title. The race for the ochre jersey will be fierce. Welcome to sensational Adelaide in South Australia, the home of the Santos Tour Down Under. 1 kilometre to go. It is going to be a very close finish. Oh boy, that is a big result. Bonjour à tous et bienvenue sur le Santos Tour Down Under 2023. Nouveau Tour Down Under, il est de retour enfin pour cette saison 2023 sur route. La première course de la saison 2023, donc en Australie, en Océanie. Après la crise Covid, pas d'étape en 2020, pas d'étape en 2021. Et en 2023, donc le Santos Tour Down Under fait son retour, décliné au féminin et au masculin. La première étape, la Zip-Tack Stage 1 entre Glenelg et Aldinga, une étape donc longue de 110 km. Les coureuses partiront d'Adélaïde, cette ville haute du Santos Tour Down Under, un départ donc à côté de ces magnifiques plages de l'Australie. Elles sortiront de cette ville d'Adélaïde, direction un petit peu la côte. On restera sur la côte dans cette étape de 110 km. Huntfield à Auguin, là on va arriver sur cette première ascension classée classement de la montagne, le FX Queen of the Mountain. Gaffet Klim, une montée longue donc en pente moyenne de 5,9 km avec des pourcentages maximum à 10%. Le sprint intermédiaire, le Zip-Tack Strings à Willinga, un premier passage sur ce sprint intermédiaire au kilomètre 53,8 et un deuxième passage sur ce même sprint intermédiaire au kilomètre 93,2. Les coureuses donc continueront à se diriger vers la côte pour ensuite arriver sur cette ligne et donc voir la première lauréate de ce Santos Tour Down Under. 102 km de l'arrivée, on est un peu moins du départ réel qui sera donné dans quelques instants par le directeur de course. Il fait chaud en Australie, les coureuses ont déjà le maillot ouvert, ça fait plaisir de revoir les courses cyclisme féminines. Et là on voit Amanda Spratt, 3 fois vainqueur le Santos Tour Down Under de l'équipe Trek Segafredo, victime d'un ennui mécanique à la gauche de la route. On voit sa coéquipière Elisa Longo Borghini, la FDJ Suez Futuroscope, très bien représentée à la gauche de l'écran.
Allez, ici, à l'écran, les coureuses de la Team Coupe, c'est Sylvie Skinwells, à côté de sa coéquipière Kerry Junker. La Team Coupe E-Tech Product, 91,2 km de l'arrivée dans cette première étape. Et déjà, une accélération en tête de peloton. On voit très bien les filles là, de la FDJ Suez Futuroscope à la droite de la route, à côté, une attaque. Bah voilà, la FDJ Suez Futuroscope qui montre déjà ses ambitions. C'est potentiellement peut-être Grace Brown. Dossard 26 de cette FDJ Suez Futuroscope, c'est Gladys Verhulst qui devrait normalement passer en tête du de la première ascension. Et Gladys Verhulst qui devrait s'emparer du maillot de meilleure grimpeuse ce soir et donc conforter ce maillot demain dans la deuxième étape de ce Santos Tour de Wender. Gladys Verhulst, 70,7 km de l'arrivée, la FDJ Suez Futuroscope à l'avant dans les premières positions pour évidemment amener Grace Brown, leur leader, sur la première marche du podium ce soir. Allez, chute! Une chute à l'arrière du peloton, chute, hein. Ouh là là, ouais, ça. Chute à l'arrière du peloton, ça s'est tombé à la droite de la route. Une coureuse de l'équipe, c'est la Dossard numéro 104. Il s'agit de Kelly Bennett de l'équipe Team Brindtland, une équipe australienne. La FDJ Suez Futuroscope à l'avant, on y voit ici Victory Gilmin, celle qui est originaire d'Angoulême en Charente, en Nouvelle-Aquitaine. Le peloton est à 62,8 km de l'arrivée, peloton groupé qui occupe toute la largeur de la route. Virage serré à bien négocier ici pour les concurrentes et ça devrait passer pour tout le monde. Allez, la relance à 56,9 km de l'arrivée pour le premier sprint intermédiaire. Premier sprint intermédiaire lancé ici par Clara Copponi, Dossard numéro 21. C'est Grace Brown ici qui, pour la FDJ Suez Futuroscope, et qui passe en première position. Grace Brown, la leader de l'équipe FDJ Suez Futuroscope, elle qui connaît par cœur ses routes australiennes. Et derrière elle, bien sûr, la team Jayco Aluilia avec Alex Manlin en deuxième position. Et voilà, Grace Brown qui donc prend les points du premier sprint intermédiaire. Ça va en dire long sur ces 3 jours de course. Grace Brown a l'air d'être en forme et ça c'est plutôt bien pour le collectif de Stéphane Delcourt. 39,7 km de l'arrivée. Peloton groupé, premier passage sur la ligne et déjà un vent de travers, un vent qui souffle sur la droite des coureuses. On a un vent de côté, ça va pas les avantager quand elles remonteront pour aller rechercher ce sprint intermédiaire. Un peloton groupé donc, le premier passage sur la ligne et une concurrente qui tente de s'échapper. Et voilà, le peloton qui passe la ligne avec une coureuse de la Trek Segafredo à côté d'elle, potentiellement Grace Brown, ou une coureuse de la FDJ Suez Futuroscope. J'en connais Clara Copponi avec son tatouage au bras droit. C'est bien Clara Copponi qui est passée en deuxième position sur la ligne d'arrivée. Allez, le peloton en file avec ici Brody Chapman, la coureuse de la Trek Segafredo, et Elisa Longo Borghini au Dossard 12. Et une attaque d'une concurrente, la Dossard numéro 53. Il s'agit de Krista Debol-Leacock de la IF. Non, c'est pas la Dossard 53, c'est la 93. Il s'agit donc de Isabelle Carnes de la Azaskip Capital, une coureuse australienne qui donc tente de s'échapper avec derrière elle la concurrente Isabelle Carnes. C'est Isabelle Carnes, voilà, de la Araskip Capital. Et derrière le Dossard 112, il s'agit de Rachel Neyland de la Australian National Team. Non, 102, c'est la 102. Oh là là, on est mal réveillé ce matin. C'est Gianna Ricciardo de la team Brindtland, une équipe australienne encore. Voilà, et là, un contre tente de s'échapper, qui est parti. Une coureuse de la Oko Team Coupe E-Tech Product, c'est bien sûr Tiril Jorgensen, la norvégienne, une australienne en Norvège, Tiril Jorgensen de la Team Coupe E-Tech Product. Et là ici une française, de la Saint-Michel-Aubert 93, il s'agit de Dixline Miermont de la Saint-Michel-Mavic-Aubert 93, la Dossard 64 qui est partie en contre à 26 km de l'arrivée pour tenter de revenir sur le trio de tête. Est-ce que ça va y arriver? Est-ce que ça va aller au bout d'ailleurs ce duo de tête? Un écart de 49 secondes donc sur le peloton, et ce duo de tête constitué de la norvégienne, on le rappelle, Tiril Jorgensen de la Team Coupe E-Tech Product, et du Dossard 93, il s'agit donc de Isabelle Carnes de la Araskip Capital.
Allez, 6,5 km de l'arrivée, les choses sérieuses vont commencer. Les équipes de leaders vont placer leurs coureuses en pole position pour tenter de les amener dans un fauteuil pour le sprint qui est bien sûr inévitable. Un sprint qui verra normalement une coureuse s'imposer et donc porter ce soir le maillot orange de leader. Allez, le train des équipes va commencer à se mettre en place ici. On voit évidemment les coureuses de la team Yaiko Alula. Et derrière elle, une concurrente de la FDJ Futuroscope, c'est Loussa de Guest qui amène Clara Copponi dans sa roue. Loussa de Guest pour relancer le sprint de Clara Copponi. On est à moins de 1 km de l'arrivée. La flamme rouge a été passée et les coureuses de la team Yaiko Alula va amener leur concurrente, leur leader. Et ici, voilà, Loussa de Guest qui devrait s'écarter pour Clara Copponi qui lance le sprint. Brody Chapman, la championne d'Australie, à la droite de la route. On voit Amanda Spratt remonter, Amanda Spratt et bien sûr Georgia Baker de la Yaiko Alula, Amanda Spratt, Clara Copponi, Yaiko Alula, Team Power, on voit la descente numéro 32. Il s'agit de Daria Pikulik aux côtés de Clara Copponi, Daria Pikulik plus forte, Daria Pikulik la plus forte dans cette première étape, Clara Copponi, Daria Pikulik, c'est Daria Pikulik qui s'impose sur cette première étape pour la Human Powered Hulls. Daria Pikulik, Clara Copponi la française deuxième et une coureuse de la team Yaiko Alula. Il s'agit peut-être donc de Georgia Baker, mais voilà, Daria Pikulik qui s'impose, team Human Powered Hulls, première leaduse. On l'écoute. They need a win like that. They don't have like World Tour win, and this is the first one. C'est la première fois que je gagne dans une équipe World Tour sur une course UCI World Tour. Ça veut en dire beaucoup pour moi. Et je suis vraiment contente, oui. J'y crois pas. J'ai gagné la course. Et voilà, Daria Pikulik, première leader de ce Santos Tour d'Awender 2023 derrière Clara Copponi, Georgia Baker, la coureuse de la team Yaiko Alula, derrière la canadienne Maggie Colles-Wister, Amanda Spratt 3 fois vainqueur par le passé, 5e au classement général. Donc Daria Pikulik et la polonaise remporte et portera demain ce maillot de leader. Amanda Spratt donc 8e, Ali Wollaston l'australienne est donc 9e et top 10 Kaya Schmidt de la Human Power Hulls. Daria Pikulik qui endosse donc le maillot ocre, le maillot de leader du Santos Tour d'Awender 2023, 2 ans après la dernière édition, donc en 2020 de ce Santos Tour d'Awender. Elle reçoit les ovations du public. Singapore Airlines, étape 2 entre Beardwood et deuxième étape de ce Santos Tour d'Awender, donc entre Beardwood et Uredla, une étape longue de 90,2 km, une étape un petit peu plus dans les terres. On passe par Willemstone avant de trouver donc le sprint intermédiaire au kilomètre 34, le Grand Prix de la Montagne à 40 km du départ à Guamacha. On passera par Lobotoil avant donc de rejoindre cette ville de Uredla. On rappelle une étape longue de 90 km, un autre sprint intermédiaire et bien sûr le Grand Prix de la Montagne avant de retrouver donc la ligne d'arrivée. Allez, peloton en file indienne à 80,7 km de l'arrivée, ça vient de partir. Une accélération à la gauche de la route. Une concurrente, c'est le dossard numéro 5. Il s'agit de Lily Pollock de la team Bridgland. On rappelle que hier, cette coureuse, cette équipe du moins, avait pris l'échappée, a été dans l'échappée matinale et ça remet un contre de la même équipe. On le rappelle, cette équipe team Bridgland. Je vois pas encore le dossard, mais derrière la poursuite s'engage pour évidemment ne laisser aucune chance à l'échapper. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça va être une étape contrôlée par les leaders. On y voit ici le dossard 26, il s'agit de Gladys Verhulst, donc maillot du Grand Prix de la Montagne, meilleure grimpeuse. Et ici, ça va se battre pour aller chercher les points. Il s'agit aussi d'une coureuse de la FDJ Futuroscope, Grace Brown peut-être, ou Clara Copponi. Derrière, une autre concurrente de la FDJ Futuroscope, c'est bien Clara Copponi. C'est que dans sa roue, peut-être Amanda Spratt ou Loussa de Guest, dossard 21, ouais, c'est Grace Brown. À côté d'elle, la dossard numéro 16 de la Trek Segafredo. Il s'agit
s'agit de Iliara Changuini, l'italienne, et c'est l'italienne qui passe en première position de ce sprint intermédiaire avec derrière elle Grace Brown. Grace Brown, on la voit bien évidemment toujours à l'attaque et à suivre toutes les accélérations pour choper le maximum de points et être plutôt bien placée au classement général et au classement évidemment du Grand Prix, du classement par points. Allez, accélération de Gladys Verhulst pour aller chercher les points de la montagne, 200 mètres du Grand Prix de la montagne avec derrière elle c'est Claire Stills de l'Israël, première tech Team Roland. Mais Gladys Verhulst a l'air d'être la plus forte. Gladys Verhulst pour peut-être aller chercher les points. Derrière elle, la coureuse de la Israël, première tech. Il faut faire attention à ne pas se faire contrer Gladys. Allez, elle est forte Gladys Verhulst. Elle va aller chercher les points de la montagne. Elle passe en première position. Gladys Verhulst et derrière elle donc, il s'agissait de Claire Stills de l'Israël, première Team Roland. Allez, l'équipe d'Australie qui prend les choses en main. Il s'agit de Ella Willy en tête de peloton. Cette équipe de Nouvelle-Zélande donc avec ici Riley McMullen à l'écran. La 124, il s'agit de Prudence Fowler, une coureuse de la IF Tibeco en avant de ce peloton, et à la droite de votre écran la Trek Segafredo d'Amanda Spratt, 3 fois vainqueur par le passé, évidemment pour la placer en meilleure position, dans les meilleures positions à 41,6 km de l'arrivée. Allez, une concurrente qui est partie, il s'agit du dossard 85, donc Deborah Silvestri de la Zife Cycling Team. On rappelle cette équipe qui est toute jeune, qui vient de naître, avec dans ses rangs la française championne de France à Cholet l'année dernière, Audrey Cordon-Rago, qui a rejoint les rangs de cette formation. Et ici donc Deborah Silvestri à l'avant du peloton à 37,7 km de l'arrivée, qui va tenter donc d'aller chercher une chute. Et ouais, c'est une chute ici, peut-être une concurrente. Et le dossard 111 de l'équipe d'Australie. Il s'agit de Nicole Frayne de l'équipe australienne. Et ici, une concurrente peut-être de la Team Coupe E-Tech Product. J'arrive pas encore à identifier de quelle concurrente il s'agit, mais on est à 36,5 km de l'arrivée ici, Nicole Frayne. On va revoir la chute, ici c'est tombé à l'avant, c'est bien tombé à l'avant, ça tombe à la droite de l'écran. Et la concurrente de la Team Coupe E-Tech Product roule sur Nicole Frayne avant de chuter lourdement, visiblement. Allez, ça tente une accélération de l'équipe d'Australie, le dossard 125, il s'agit de Riley McMullen de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui va tenter d'aller prendre le maximum d'avance sur ce peloton pour peut-être aller chercher une étape en solitaire. Alors ça va être compliqué, 34,6 km de l'arrivée, tandis que devant un autre groupe s'est constitué, avec notamment dans ce groupe une coureuse de l'AIF Tibeco, de la Trek Segafredo, une concurrente, ça va reprendre, ça va remonter sur McMullen de l'équipe d'Australie. La coureuse de la Zife Cycling Team toujours devant, et derrière elle McMullen qui tente de remonter sur la coureuse Silvestri de cette équipe Zife Cycling Team. Et ici Victoria Guillemin, la charentaise qui montre les muscles à l'avant de cette échappée. Victoria Guillemin, la charentaise originaire d'Angoulême, à 31,1 km de l'arrivée, qui prend les choses en main dans ce groupe de tête constitué de très beaux noms. On y voit ici Georgina Howe de la team Jayco, le dossard 91, il s'agit de Sophie Edwards de la AK Skip Capital. La 45 de la Israël, première team Roland, c'est Claire Stills. Dans cette échappée, une échappée de beaux noms, le dossard 36 de la Human Team Power Earth, il s'agit de Nina Bulsman. Et Victoria Guillemin, la française, donc représentée dans cette échappée. Le peloton en file indienne pour tenter de remonter sur les fuyards à 27,7 km de l'arrivée. Normalement, Daria Pikulik devrait être bien placée par ses coéquipières. On y voit ici également Gladys Verhulst avec son maillot de meilleur grimpeur.
Allez, le groupe de tête, donc dans la descente à 27,5 km de l'arrivée en queue de peloton. Il s'agit donc de Riley McMullen de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Victoria Guillemin est en 3e position en partant de la fin avec derrière elle le dossard 36 Nina Buisman de la Human Powered Hulls Team. Et une échappée en file indienne là pour aller chercher le pied de la descente. Sophie Edwards également représentée à l'avant du peloton, une coureuse de la Trek Segafredo et de la Israel Team Première Roland. Et pour la team Yaiko, il s'agit de Jessica Allen, en tête de peloton, en tête d'échappée plutôt. Une échappée qui tourne plutôt bien, ça a l'air de bien s'entendre à l'avant. Les filles passent toutes leurs relais, ça relaie plutôt bien. Ici on a le dossard 96, il s'agissait 96 de Rachel Wallace de la Hara Skip Capital. Un écart de 35 secondes à 25 km de l'arrivée. 35 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois pour le peloton. Un peloton qui est plutôt compact et ça tente une accélération. Le dossard 45, il s'agissait de la coureuse de l'Israël Première Team Roland. C'est Claire Stills dans l'échappée qui tente de partir toute seule et derrière elle, ça ne répond pas. Victoria Guillemin ici à la gauche de l'écran, le dossard 25 de la FDJ Space Futuroscope. Attention à cette concurrente de la Israël Première Tech Roland, Claire Stills. C'est évidemment une coureuse originaire de Grande-Bretagne. Dans cette deuxième étape à 24,3 km de l'arrivée, derrière ça ne remonte pas, ça ne tente pas de rentrer sur Claire Stills. Attention, si elle prend beaucoup d'avance, ça pourra peut-être aller au bout. Allez, derrière la poursuite s'engage pour évidemment rentrer sur cette concurrente. Et le peloton qui va remonter sur ce contre. Et Claire Stills s'en rappelle toujours à l'avant. À 20,4 km de l'arrivée. Allez, le peloton dans la descente sous la barre, bientôt des 20 km, on est à 20,100 mètres de l'arrivée. Ici, une coureuse de la IF Education Tipco, il s'agissait de Lauren Stephens en queue de peloton accompagnée du dossard 116, c'est Ali Anderson de l'équipe australienne. 106, pardon, c'était le dossard 106, il s'agit donc de cette équipe australienne, c'était Mia Hayden. Allez, Brody Chapman, dossard numéro 13 de la Trek Segafredo, ancienne pensionnaire de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Brody Chapman qui est donc en 2e position de ce peloton pour amener dans les meilleures conditions Amanda Spratt. Et Brody Chapman, elle est plutôt bien placée, elle a eu une très très bonne place là derrière une coureuse de la team Yaiko Alula. Attention à ses concurrentes, à ses coureuses de la team Yaiko, elles connaissent parfaitement ses routes. Et ici, on dirait que la EIF Education Tipco a l'air de vouloir prendre les choses en main derrière les concurrentes de la Human Power Hulls, l'équipe de Daria Pikulik, la polonaise qui a remporté l'étape d'hier. Et voilà, une attaque d'une concurrente de la EIF Education Tipco, derrière elle une coureuse de la Yaiko Alula et derrière Brody Chapman qui saute immédiatement dans la roue. Il ne faut pas laisser partir à 16,9 km de l'arrivée. Daria Pikulik dans la roue du dossard 121, il s'agit donc d'Ali Wollaston. Daria Pikulik, la leaduse de ce Santos Tour de Wender 2023. Allez, à l'avant de ce peloton, il s'agit donc de Claire Stills à l'avant de l'échappée, à l'avant de la course, échappée toute seule, que dis-je, échappée à l'avant de cette course, donc Claire Stills de la team Israël Première Tech Roland qui passe sur ce sprint intermédiaire. Claire Stills qui vient chercher les points à 14,7 km de l'arrivée. Elle a fait déjà un raid en solitaire toute seule. Ici Grace Brown à côté d'Amanda Spratt et de Alex Manley qui viennent chercher les points du classement par points du maillot vert, l'équivalent du maillot vert en Australie. Grace Brown ici à côté d'Amanda Spratt. Ça va évidemment se jouer entre ces deux concurrentes.
Et Claire Stills qui est en ligne de mire du peloton de la tête de la course. Claire Stills en tête de course qui voit derrière elle son écart fondre comme neige au soleil. C'est vrai qu'en Australie, neige au soleil ça fond énormément et comme son écart d'ailleurs, 14,4 km de l'arrivée. Et derrière elle une coureuse de la Trek Segafredo qui a l'air de mener la marche pour remonter sur Claire Stills. Et Claire Stills qui visiblement coupe son effort pour rentrer dans ce peloton et terminer l'étape dans les délais. Et ici derrière, une coureuse de la Trek Segafredo, peut-être Amanda Spratt, ça m'étonnerait parce qu'Amanda Spratt elle est toute petite. Donc ce n'est peut-être pas Amanda Spratt mais au moins une concurrente de la Trek Segafredo. Allez, Claire Stills qui a l'air de continuer néanmoins son effort pour garder un maximum d'avance sur le peloton. Mais derrière elle, un petit groupe s'est détaché avec peut-être Grace Brown, la coureuse de la FDJ Suez Futuroscope. Allez, Brody Chapman qui amène un petit groupe ici. On est à 1 km du classement de la montagne. On est à 900 mètres du classement de la montagne. Maillot toujours porté par Gladys Verhulst. Et ici, c'est Amanda Spratt qui va venir porter une accélération pour aller chercher les maillots, les points du maillot de la montagne. Et Gladys Verhulst qui ne participe pas à l'attaque, qui ne participe pas à la bataille. Amanda Spratt, on l'attendait. Amanda Spratt, évidemment. Toujours Amanda Spratt qui sait comment faire, qui sait quoi faire sur ces routes australiennes qu'elle connaît par cœur. Amanda Spratt de la Trek Segafredo qui va aller chercher les points de la montagne. Grosse accélération, elle envoie gros Amanda Spratt dans cette montée. Dans ce deuxième prix de la montagne aujourd'hui à 600 mètres du sommet. Et derrière elle, elle a lâché la concurrente de la team Yaiko Alula. Amanda Spratt qui fournit un gros effort là. Amanda Spratt surpuissante, attention à elle demain pour la victoire finale. C'est sûr qu'elle sera dans les premiers rôles et elle peut être dans les premiers rôles aujourd'hui à 10 km de l'arrivée et à moins de 500 mètres du sommet. Amanda Spratt. À les 200 mètres du sommet, elle a placé une grosse accélération là, Amanda Spratt, l'Australienne de la Trek Segafredo, 3 fois vainqueur par le passé. Attention à elle, il ne faut pas non plus qu'elle prenne non plus trop d'avance parce qu'elle peut terminer toute seule. C'est une finisseuse Amanda Spratt, tout comme Annemiek van Vleuten. Les deux savent faire, les deux ont des capacités puissantes dans ce genre d'étape. Évidemment, on le rappelle, Amanda Spratt sur le Tour de France a été lâchée par Annemiek van Vleuten, celle qui a remporté le Tour de France, le Giro d'Italia et aussi la Vuelta Espagnole déclinée au féminin. Allez, Amanda Spratt qui passe au sommet et qui vient chercher les points de la montagne. Amanda Spratt à 10,1 km de l'arrivée. Attention à Amanda Spratt, ça peut-être ne pas rentrer derrière si la poursuite ne s'engage pas. Allez, Grace Brown en deuxième position qui a l'air d'être sortie de ce peloton et qui passe à l'instant sur la ligne du Grand Prix de la Montagne et qui devrait peut-être rentrer sur Amanda Spratt. Un écart s'est créé entre Grace Brown et Amanda Spratt. Le duel et le duo des sommets qu'on attendait sur ce Santos Tour Down Under 2023. 2 ans après la dernière édition, il est enfin de retour. Et Amanda Spratt lancée toute seule à 9,9 km de l'arrivée. Allez, le peloton est rentré donc sur Grace Brown, on le rappelle, et va rentrer dans quelques instants sur Amanda Spratt. Peloton conduit par une coureuse de la FDJ Suez Futuroscope. On l'a aperçu aussi Ruby Roseman-Gannon de la team Yaiko Alula. Et Amanda Spratt qui devrait pas tarder à se faire reprendre par l'avant-garde du peloton. Lancée par une coureuse de l'équipe d'Australie. J'ai cru reconnaître peut-être Nicole Frein qui a chuté tout à l'heure dans cette étape, on le rappelle. C'est cruel quand même pour Amanda Spratt à 1,2 km de l'arrivée. Elle va se faire reprendre sous la flamme rouge, Amanda Spratt, l'Australienne de la Trek Segafredo. Elle aura fait un peu plus de 9 km en solitaire aujourd'hui.
juste avant le Grand Prix de la montagne. On va être sous la flamme rouge dans quelques instants et Amanda Spratt va se faire reprendre, quoique un écart environ une dizaine de secondes s'est créé derrière le dossard numéro 1, Ruby Rose Manganon de la team Yaiko Alula qui part rechercher Amanda Spratt. Grace Brown est obligée de rouler toute seule pour remonter sur Ruby Rose Manganon et Amanda Spratt qui tient toujours. Elle tient toujours Amanda Spratt. Ça doit amener gros, ça doit amener tout à droite, grande plaque pour Amanda Spratt. Le peloton en file indienne donc pour remonter sur Ruby Rose Manganon de la team Yaiko Alula. Derrière en deuxième position on aperçoit Grace Brown, en troisième position une coureuse et derrière elle Dossard 22, une concurrente de la FDJ Suez Futuroscope, c'est Loussa de Rest qui a rejoint les rangs de la formation de Stéphane Delcourt cette année. Dossard 112 c'est Rachel Neylan de la team Australie et là le Dossard 54 pour la IF Education First Typo, il s'agit de Abigail Smith qui prend les choses en main pour sa leader. On est à moins de 700 mètres de l'arrivée maintenant. On va pas tarder à se présenter sous la ligne d'arrivée. Et l'AIF Tipco qui a l'air de placer dans un fauteuil sa concurrente à 200 mètres de l'arrivée. Grace Brown toujours bien placée en 5ème position. Attention à la coureuse de la ZF Cycling Team et de la team Copytech Product. Voilà, grosse attaque, gros sprint là d'Alex Manley, le dossard numéro 2 derrière elle, la coureuse. Et c'est bien sûr Alex Manley sans souci de la Yaiko Team Alula qui l'emporte sur un sprint allaitant. La IF Education Tipco qui l'emporte sur ce Santos Tour d'Owender. Alexandra Manley, team Yaiko Alula qui l'emporte sur la deuxième étape du Santos Tour d'Owender. On l'attendait, cette équipe Yaiko Alula, grande favorite de ce Santos Tour d'Owender et qui répond aux attentes du public et aux attentes bien sûr du directeur sportif, de son directeur sportif. Et voilà la Yaiko Alula qui vient congratuler Grace Brown. Et la concurrente de sa numéro 1, ça se congratule entre elles. Ruby Rose Manganon, on le rappelle, qui avait tenté un contre pour revenir sur Amanda Spratt tout à l'heure. Voilà, elle remporte donc la Singapore Airlines étape 2. Ruby, Alex Manley. Oui, je remercie mon équipe qui ont fait un énorme travail. Dans le final, juste du début jusqu'au final. J'ai vu l'écart qu'il y avait, je me suis dit que ça allait peut-être possible à combler, mais j'y suis arrivé quand même. C'était super, incroyable aujourd'hui. Allez, on le rappelle, donc sur cette deuxième étape, Alexandra Manley, Team Yaiko remporte cette deuxième étape avec derrière elle la coureuse de la Tipco, Georgia Williams. On rappelle au classement général, grand changement, donc Alexandra Manley remporte le maillot ocre ce soir, Georgia Williams, Grace Brown en troisième position, la coureuse de la FDJ Suez Futuroscope, Amanda Spratt 5e, Nicole Frayne 6e, Loussa de Rest, deux coureuses de la FDJ Suez Futuroscope dans le top 10, et donc le top 10 est complété par Daniele Da Francesco. Troisième et dernière étape, Let's Go Motorhomes entre Adélaïde et Campbelltown, étape longue de 93,2 km aujourd'hui.
Let's go Motorhomes, donc 93,2 km. On partira d'Adélaïde, là où on est parti avant-hier. Le sprint intermédiaire interviendra au kilomètre 28,2 avant de repasser juste à côté de ce sprint intermédiaire. On est au kilomètre 50 et là un nouveau sprint intermédiaire au kilomètre 62,5. Ça sera à Goumercha, un Grand Prix de la montagne donc à 85 au kilomètre 85,7 et le finish donc à Campbelltown, dernière étape de ce Santos Tour de Wender. Le dernier départ de ce Santos Tour de Wender est donné dans quelques instants par le directeur de course, ici la Trek Segafredo à l'avant pour cette dernière étape. Juste devant, il s'agissait de Lisa Klein, la coureuse de Sarre numéro 15. Peloton groupé, 28,5 degrés aujourd'hui dans les rues d'Adélaïde, dans ce pays d'Australie, d'Océanie. Ici à l'avant également la team Coupe E-Tech Product, et on le rappelle à l'avant là, la coureuse de la Trek Segafredo, Lisa Klein. Allez, le peloton qui occupe toute la largeur de la route et une échappée qui tente de partir. Une coureuse, ouais, ça c'est une coureuse de la team Coupe en deuxième position. Ça envoie fort, hein. Ça envoie fort dès le début. Ouh là là, dans les graviers. Et elle va perdre sa position en tête d'échappée. Elle s'est fait une petite frayeur, hein, la concurrente. La concurrente, c'était une coureuse de la team Bridgland. Elle s'est fait une petite frayeur. Et là, à l'avant de ce peloton, une coureuse de la team Coupitech Product. Peut-être bien Tyrell Jorgensen, la néerlandaise. J'arrive à l'identifier, Dossard 102 ici. Dossard 102, il s'agissait de Gianna Ricciardo, voilà, de cette team Bridgland qui s'est fait une petite frayeur. Dossard numéro 76, il s'agit de Georgia Denford, l'Australienne de la team Coupitech Product, avec à côté d'elle donc Gianna Ricciardo de la team Bridgland à 76,7 km de l'arrivée. Un écart donc conséquent, 1 minute 09 pour les concurrentes à l'avant de ce peloton, on le rappelle, évidemment constitué donc de Ricciardo et d'une coureuse de la Team Coupe. Il s'agit donc de Georgia Denford et de Gina Ricciardo qui passe sur la ligne du sprint intermédiaire, et ça avait l'air d'être la concurrente de la Team Coupe, donc Georgia Danford. Et derrière le peloton par contre va se jouer les points avec les coureuses de la Team Yaiko Alula. Team Yaiko Alula avec la Trek Segafredo, Grace Brown en deuxième position derrière une concurrente de la Team Yaiko. Grace Brown, attention aussi à Daria Pikulik. Daria Pikulik vainqueur de la première étape, et ça a l'air d'être Daria Pikulik qui va chercher les points du classement de meilleure sprinters. Peloton groupé, 47,2 km de l'arrivée dans cette dernière étape. Let's go Motorhomes entre Adélaïde et Campbelltown, longue de 93,2 km, pardon. On est à 47 km du final et un écart donc conséquent de 2 minutes 09 pour les deux fuyards, dont on le rappelle Georgia Denford et donc Gina Ricciardo de la Team Bridgland. Et le groupe de tête donc a été rejoint par une coureuse, la Dossard numéro 94. Il s'agit de Lucinda Stewart de la ARA Skip Capital. Elles sont trois à l'avant à 2 minutes 35 d'avance sur le peloton. Et la poursuite, la coopération est plutôt bien. En tête de course, ça coopère plutôt bien avec ces trois concurrentes. Ici à l'écran, la coureuse de la ARA Skip Capital, Lucinda Stewart, avec également Gina Ricciardo et Georgia Danford. Lucinda Stewart, ici la ARA Skip Capital, à 2 minutes 35 d'avance sur le peloton à 30,4 km de l'arrivée.
26,6 km de l'arrivée, 2 minutes 29 de retard pour le peloton sur l'échappée. La poursuite commence à s'engager avec les coureuses de la Team Jayco Alula. On y voit ici Nicole Frein et Alex Manley, la leaduse de ce Santos Tour de Wender, l'équipe Trek Segafredo qui va placer dans les meilleures positions peut-être Brody Chapman à l'avant de ce peloton. On le rappelle, la Trek Segafredo d'Amanda Spratt. Ici à l'écran, la porteuse du maillot de meilleure grimpeuse de ce Santos Tour de Wender. On aperçoit aussi ici Gladys Verhulst qui n'a plus son maillot de meilleure grimpeuse, qu'il a perdu donc au profit d'Amanda Spratt. Le peloton qui occupe toute la largeur de la route, avec à la gauche de l'écran la Team Jayco Alula, au milieu la IF Education Tipco, et à la droite de la route 3 concurrentes de la FDJ Suez Futuroscope. Et là, ça va jouer sur la poursuite de ces 2 concurrentes que vous voyez à l'écran. Elles ne sont plus que 2. Il s'agit, on le rappelle, toujours de Gina Ricciardo et de chute d'une concurrente. Chute, on le rappelle, la coureuse de la Hara Skip Capital. Il s'agit de Lucinda Stewart. Lucinda Stewart qui vient de tomber. Elle s'est relevée, pas de casse pour Lucinda Stewart. Mais là, pour rentrer sur Ricciardo, ça va être plus compliqué maintenant. 1 minute 56 de retard. Il va falloir combler son retard sur Gina Ricciardo de la team Bridgland. Elle est tombée, on va peut-être revoir la chute là de Lucinda Stewart. Lucinda Stewart qui est tombée dans le virage juste avant de virer sur la droite. On va peut-être revoir la chute de Lucinda Stewart. On la revoit à l'instant, il y a des graviers par terre et c'est les graviers qui font tomber Lucinda Stewart. Pas trop de mal, peut-être le sang, un petit peu de coude, un petit peu de sang au coude, mais c'est ça, du sang sur le coude droit. Lucinda Stewart qui est lancée toute seule et elle va être un peu moins lucide maintenant. Lucinda Stewart, on le sait, les chutes sur les concurrentes font énormément de dégâts mentaux et on est plus prudent dans les descentes, on va moins prendre le virage à la corde et c'est plus compliqué, on va perdre un peu plus de temps quand surtout on n'est pas très bon descendeur. Alors Lucinda Stewart est une bonne descendeuse, mais ça va être plus compliqué maintenant. Allez, 17 km de l'arrivée, 1 minute quasiment bientôt de retard pour le peloton sur l'échappée. La FDJ Suez Futuroscope prend les choses en main, peut-être Eugénie Duval, la bretonne à l'avant de ce peloton. Et toujours ici Gina Ricciardo en tête de la 3e et dernière étape du Santos Tour de Wender. Gina Ricciardo qui croit peut-être à une victoire d'étape à 16,8 km de l'arrivée, 1 minute 02 de retard d'avance pour cette concurrente. Gina Ricciardo, team Bridgland à l'avant de ce peloton à 16 km de l'arrivée, mais en ligne de mire du peloton qui va pas tarder à rentrer sur la concurrente donc de la team Bridgland, et c'est bien sûr une Australienne, Gina Ricciardo, qui tire la tête, qui tire les dents. Un effort compliqué, un effort long. Et le peloton va rentrer sur la malchanceuse du jour, mais autrice d'une belle échappée. Allez, le peloton bien étiré, un peloton bien étiré avec ici une concurrente de la Trek Segafredo et derrière elle peut-être Grace Brown. Et la coureuse de la Trek Segafredo qui attaque, ça c'est sûr, c'est pas Amanda Spratt. Amanda Spratt elle est plus petite, mais ça prépare le terrain pour Amanda Spratt. Peut-être le dossard numéro 15, peut-être Lisa Klein. Et c'est Lisa Klein de la Trek Segafredo qui a attaqué. Lisa Klein avec dans sa roue peut-être Grace Brown. Grace Brown pour le Grand Prix de la montagne, faut se pousser les motos. Lisa Klein, l'allemande de la Trek Segafredo qui amène dans sa roue une coureuse de la FDJ Futuroscope, peut-être Grace Brown. Grace Brown qui va ne laisser partir aucun contre. Et non, c'est pas Lisa Klein. C'est Loretta Hansen. C'est Loretta Hansen de la Trek Segafredo. J'ai cru reconnaître la grande anglaise Lisa Klein, mais non. Brody Chapman. Brody Chapman, la championne d'Australie qui se range
tout à droite, tout à gauche Brody Chapman. Et ici, voilà Amanda Spratt, l'attaque qu'on attendait d'Amanda Spratt, 3 fois vainqueur par le passé. Derrière elle, c'est Grace Brown, la coureuse de la FDJ Futuroscope. Amanda Spratt, porteuse du maillot de meilleure grimpeuse, lauréate 3 fois par le passé du Santos Tour de Wender. Et elle amène petit Amanda Spratt, un écart d'une vingtaine de mètres s'est formé entre donc l'Australienne et l'autre Australienne de la FDJ Futuroscope. Amanda Spratt qui se dresse sur les pédales à 1,2 km du sommet du premier Grand Prix de la montagne du dernier Grand Prix de la montagne à 8,7 km de l'arrivée. Grace Brown juste derrière elle. Amanda Spratt, elle est plus petite, elle est plus légère, elle a plus de conditions et plus de possibilités pour passer en première position. Et ici, la leaduse Alex Manley, bien sûr, qui se gare, compliqué, qui est lâché du peloton, un peloton étiré. On rappelle cette ascension des pourcentages moyens de 10%. Et Amanda Spratt toujours devant. Avec derrière elle, allez, 10 mètres, 5 mètres doivent les séparer, les deux Australiennes. Grace Brown qui va pas tarder peut-être à rentrer sur Amanda Spratt, c'est du moins ce qu'on lui souhaite. Grace Brown, dossard numéro 21, qui a rejoint cette équipe FDJ Suez Futuroscope, l'équipe de Stéphane Delcourt en 2022. Grace Brown, on le rappelle bien sûr, vice-championne du monde du contre-la-montre derrière Ellen Van Dijk. Et ici Amanda Spratt, dossard numéro 11 dans des routes qu'elle connaît par cœur, dans les ascensions qu'elle connaît par cœur, à 100 mètres du sommet pour aller chercher les points du maillot de la montagne. Amanda Spratt qui emmène gros, qui emmène lourd sur les pédales, elle appuie sur les pédales, elle martyrise ses pédales et elle se fait du mal. Amanda Spratt, elle se fait du mal parce qu'elle sait que derrière elle, Grace Brown est juste à sa poursuite et à ses trousses. Et Grace Brown, elle ne laissera rien du tout. Et elle ne laisse surtout rien paraître, tout comme Amanda Spratt. Ce sont deux concurrentes les meilleures du monde. Allez, Amanda Spratt est passée au sommet. Maintenant, elle va évidemment mettre tout à droite et va mettre la grande plaque pour amener jusqu'à la ligne d'arrivée à Campbell Town, à 7,3 km de l'arrivée. Grace Brown ne va pas tarder d'ici quelques secondes, hectomètres, et elle passe à l'instant la ligne du sommet de la dernière ascension du Grand Prix de la montagne. Et derrière, la poursuite s'organise avec la Team IF Education, derrière Daria Pikulik, la Human Team Powered, et ici à l'écran Ruby Rosman Gannon de la Team Yaiko Alula. Et la meilleure combative de l'étape de la veille, on le rappelle, c'est bien sûr Claire Stills de la Israël, première tech Roland. Ouais, un petit groupe détaché là avec, on le rappelle toujours, Amanda Spratt à l'avant. Amanda Spratt qui fait son effort en solitaire à 2 km de l'arrivée. 2 km de l'arrivée maintenant pour Amanda Spratt, celle qui peut tout gagner ou tout perdre aujourd'hui. Amanda Spratt, porteuse du maillot de meilleure grimpeuse, qui est passée donc en tête tout à l'heure sur le Grand Prix de la montagne. Elle se retourne, mais elle ne doit pas se retourner parce qu'elle sait que derrière elle, Grace Brown est juste là, à moins de 10 mètres d'intervalle. Elles ont moins de 10 mètres qui les séparent. Les deux Australiennes lancées à pleine balle dans les rues de Campbell Town. Dernière étape du Santos Tour de Wender et Grace Brown, la coureuse de la FDJ Suez Futuroscope, qui devrait rentrer sur Amanda Spratt. C'est fait, quasiment fait. Grace Brown est rentrée sur Amanda Spratt. On est au kilomètre désormais à la flamme rouge. Et bien sûr maintenant Grace Brown ne va pas relayer Amanda Spratt. Et Amanda Spratt, regardez, elle demande le relais, elles se regardent toutes les deux. Et c'est un sprint qui attend les deux Australiennes ici à Campbell Town sur cette troisième étape du Santos Tour de Wender. Ça se regarde. Et bien sûr Grace Brown, il ne faut pas qu'elle relaie Amanda Spratt, et ça elle le sait. Et Amanda Spratt ne doit pas laisser partir Grace Brown, parce que Grace Brown est la plus forte au sprint comparée à Amanda Spratt, dossard numéro 11. 500 mètres bientôt de l'arrivée. Ça se retourne, il ne faut pas que ça se retourne parce que derrière, la poursuite s'organise pour remonter sur les deux concurrentes de tête. Grace Brown, Amanda Spratt sur cette dernière étape du Santos Tour de Wender. Let's go Motorhomes entre Adelaide et Campbell Town. On est à 500 mètres maintenant de l'arrivée. 500 mètres de l'arrivée, et le sprint devrait être lancé dans quelques instants pour voir qui sera lauréate de ce Santos Tour de Wender. En tout cas, la vainqueur de cette année se trouve là dans ce peloton, dans ce groupe de tête, et c'est Grace Brown qui lance en premier son sprint. Grace Brown sans souci, Grace Brown forte, la plus forte, Grace Brown qui appuie sur les pédales et qui devrait sans souci s'imposer aujourd'hui à Campbell Town et remporter le Santos Tour de Wender. Et cette troisième étape, Grace Brown devant Amanda Spratt, est vraisemblablement
vraisemblablement devant la concurrente de la IF Education Tipco. Et c'est Williams Georgia qui prend la 3e place. Grace Brown s'impose devant Amanda Spratt et Georgia Williams sur cette étape du Santos Tour de Wender. Magnifique première victoire de la saison et première victoire pour Grace Brown qui débloque enfin le compteur de Stéphane Delcourt et de son équipe sur le Santos Tour de Wender. On la voit surpuissante Grace Brown, hein. Surpuissante Grace Brown comparée à Amanda Spratt qui lui met facilement une vingtaine de mètres, et Grace Brown qui lève les bras et qui peut lever les bras. Amazing victory, well done. Yeah, I'm really pleased. The team did an awesome job today. It was La a little team, bit l'équipe more a fait un énorme calm travail for aujourd'hui, most je of suis the super race, contente. But yeah, they led me out into the final climb and Dans la montée finale, c'était un peu compliqué, j'ai vu Amanda devant, je savais qu'elle était forte. Je l'ai tenue sur la distance, mais bon, c'était compliqué, mais je suis quand même rentré sur elle. On était en chasse-patate toutes les deux et au final, on s'est bien entendu. Et ça fait plaisir de prendre cette victoire et c'est impressionnant. A tough climb to try and stay in contention with Amanda. You had to descend out of your skin to make sure you caught up with her. Yeah, I had to keep pushing on the descent. There was no freewheeling, that's for sure. I actually put a bigger chainring on this morning, knowing that this might be a scenario that plays out. So, good decision, I think. When you did catch Amanda coming into the finish there, were you confident you could come away with the win or still a little bit nervous? No, I thought in a finish like this, slightly downhill, I would have an advantage on Spratty. I did think when I caught her, should I take a flyer, but I decided that was a little bit more risky, so sat in behind and took the jump on her in the last 200 meters. Grace Brown donc remporte ce Santos Tour de Wender 2023 devant Amanda Spratt, deuxième, Georgia Williams à 13 secondes de l'Australienne, Danielle de Francesco quatrième, cinquième Ruby Roseman Gannon, Rachel Nilan, l'équipe australienne à 13 secondes, Henrietta Christie également, Claire Stills, celle qui a été meilleure combattante avant-hier, Krista Double-Hickok et Ella Willy de l'équipe de Nouvelle-Zélande à 13 secondes également. Au classement général, Grace Brown donc remporte le Tour de Wender devant Amanda Spratt à 10 secondes, Georgia Williams à 19 secondes à la 3e position, 4e Ruby Roseman Gannon de la JQ Alula à 28 secondes, Krista Double-Hickok à 29 secondes, Danielle de Francesco de la Zive Cycling Team à 35 secondes, 7e Henrietta Christie, 8e Ella Willy, 9e Rachel Nilan et 10e Abby Smith. Le Santos Tour de Wender voit victorieuse Grace Brown de la FDJ Suez Futuroscope qui brandit le trophée de vainqueur de cette édition nouvelle. Grace Brown également leader du classement par points. Grace Brown remporte aussi l'UCI World Tour, les premières au classement général UCI World Tour. C'est la fin de ce Santos Tour de Wender, merci de l'avoir suivi. On espère que ces routes australiennes vous auront fait vibrer, tout comme nous. À bientôt pour une nouvelle course. Le Santos Tour de Wender donc s'est achevé il y a une semaine en Australie et a vu la victoire de l'Australienne de la FDJ Suez Futuroscope Grace Brown devant sa compatriote Amanda Spratt de la Trek Segafredo, 3 fois vainqueur par le passé. Maintenant, je vous propose d'écouter un entretien avec Stéphane Delcourt enregistré en octobre dernier sur sa saison 2023. Écoutez. Bonjour Stéphane Delcourt. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Jaunet-Marigny au siège de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Alors un atelier, un garage, un showroom, une salle de réunion, tout y est, tout comme une équipe masculine au final. Oui, on a la chance d'avoir construit ce bâtiment et il est à nous, on l'a construit comme on le souhaitait, comme on le voulait, pour qu'il soit attractif au niveau local, pour les écoles de vélo, mais aussi pour nos fans et que ce soit un superbe lieu de travail pour notre staff, pour les mécaniques
mécaniciens, mais aussi pour les personnes qui gèrent notre logistique, la compta, l'administratif, etc. Et qu'on puisse aussi récompenser nos partenaires. Donc on a une salle de Zwift en bas avec des vestiaires, ils peuvent s'en servir, une salle de réunion qu'on loue 1 à 2 fois par semaine à nos partenaires. Donc on a tout réuni ici, à quelques centaines de mètres, on va dire, du Futuroscope, là où tout est né en 2006. Alors justement, fin septembre, il y a quelques jours, vous remportez un nouveau cap, un titre de championne du monde espoir du contre-la-montre pour Victoria Guazzini. Marie-Léonette termine d'ailleurs à la 4e place. Vous avez enfin un maillot arc-en-ciel dans cette formation, c'est un plaisir. On l'a eu, alors je sais pas, sur la piste. Ouais, sur la piste avec Pascal Geland, je crois que c'est 2010, mais je me tromperai peut-être sur l'année. J'espère que Pascal m'en voudra pas. Oui, un titre espoir et surtout une 4e place de Victoria Guazzini et une 2e place en élite de Grace Bond à 12 ou 13 secondes de mémoire de Hélène Van Dijk. Donc on se dit, on a enfin des filles de chrono, parce que ça a quand même été notre gros point faible depuis des années. Donc maintenant, comme j'ai dit à SO, je suis prêt pour le chrono par équipe. Vous pouvez en mettre à tous les Tours de France, même chrono individuel, on est prêt. Cette culture de la performance, on le doit beaucoup à Flavien Soenen qu'on a recruté cet hiver. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà beaucoup d'échanges et que j'avais vraiment envie de collaborer. Il a fait passer un cap au niveau performance aux filles. On sait à quel point le contre-la-montre est technique et qui se travaille au quotidien. Et il y a une grosse marge de progression. Après, on a 2 athlètes hors normes avec Victoria et Grace. C'est une consécration. Victoria restera à jamais la première championne du monde de chrono contre-la-montre espoir femme. Il a fallu attendre quand même beaucoup d'années pour avoir cette catégorie. Derrière, ça nous met plein d'ambition pour les prochains chronos, parce que faut pas oublier que Victoria aura 22 ans seulement en décembre, hein, elle est de décembre 2000, donc ça fait voir le potentiel de cette cycliste qui aujourd'hui n'est pas à 100% sur la route, hein, qui enchaîne la route et la piste, et je pense même qu'elle sera pas très loin du titre de championne du monde en poursuite individuelle au mois d'octobre à 50 ans en Yvelines. Donc le 27 octobre prochain, c'est la date à laquelle les 2 Tours de France seront présentés. Est-ce qu'on a toujours cette excitation de la première présentation l'année dernière ? Oui, c'était un moment fort. C'était un soulagement pour nos cyclistes. On avait la chance d'être présents avec Jade, Evita et Cécilie. C'est un moment de reconnaissance du cyclisme parce que le Tour de France, c'est notre événement majeur de notre sport, hein, et que notre sport au masculin et au féminin. La reconnaissance du cyclisme masculin, de l'existence et de la légitimité du cyclisme féminin. Ce 2e Tour de France cette 2e présentation aura vraiment un goût spécial parce que on va revoir nos images, voir à quel point ça a été un Tour de France réussi. Et ASO, ils sont au-delà de leur espérance, et nous les premiers. J'imaginais beaucoup de visibilité, mais pas autant. J'imaginais pas surtout autant de ferveur sur le bord de la route. Et ça démontre l'envie des Français des pays qui sont venus, des compatriotes des autres pays qui sont venus nous voir sur le bord de la route. Donc je pense que cette présentation elle aura une vraie saveur particulière avec un sentiment qu'on connaît le Tour de France et ce sentiment qu'on ne veut pas le rater. Donc on espère, nous, un parcours qui nous avantage. Alors justement, en juillet dernier, vous avez été sûrement dans la voiture pour suivre les filles. Cette ferveur, le public, vous l'avez dit, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Non. On a eu des courses avec ferveur, hein. Paris-Roubaix cette année était une très belle ferveur, il faisait très beau. Les courses en Angleterre sont impressionnantes, hein. Le Tour des Flandres est impressionnant, les Stradés sont impressionnantes, mais pas cette ferveur du Tour de France. Puis c'est dans notre pays, on est quand même patriotes, c'est le Tour de France, et dans tous les villages de l'Est, il y avait un monde fou. Puis un public vraiment vivant, un public chaleureux, qui s'amusait à connaître le prénom des filles. Donc évidemment, on a vraiment envie d'y retourner, mais il y a quand même beaucoup de courses avant, il y a une belle préparation, et je veux surtout que les filles se reposent cet hiver, physiquement et mentalement. Normalement, vous ne serez pas inquiété sur votre participation en 2023 ? Non, alors la règle elle est claire, les équipes World Tour sont invitées d'office. On doit rendre notre dossier World Tour le 17 octobre prochain, mais voilà, tout est en cours et il y a encore quelques minutes, on finalisait quelques détails avec notre expert comptable sur les derniers documents, mais voilà, ça sera notre 4e année en World Tour, il n'y a aucune raison qu'on n'y soit pas. Administrativement, on sait faire. On a un nouveau sponsor qui renforce FDJ pour nous renforcer encore financièrement dans cette lutte et dans cette guerre des budgets. Donc tout est en cours, on essaye de faire au mieux, et on a cette chance et cette tranquillité d'esprit aussi d'être pris pour le Tour de France. Et c'est là que c'est dur pour les continentales. C'est vrai que malheureusement c'est le jeu, mais nous on a ce luxe-là, mais on a aussi beaucoup de contraintes à côté, et c'est le prix à payer. Et c'est aussi notre récompense d'être une équipe de très haut niveau. Et on va finir 4e, je pense, équipe UCI, à part si on gagne le Romandie et que DSM passe à côté, mais j'y crois pas, hein. On va finir 4e mondial, et quand vous avez le 9e budget en début de saison, on peut s'en satisfaire.
Alors justement, à propos de cette deuxième édition, l'idée d'un passage au Futuroscope était un peu dans les petits papiers d'ASO. Est-ce que vous en savez davantage? Ouais, il n'y aura pas de deuxième. Alors, sauf si tout le monde a fait une surprise, hein, mais il n'y aura pas de passage au Futuroscope sur cette deuxième édition. J'espère qu'à moyen terme, il y aura évidemment un passage au Futuroscope. C'est ici que tout est né, c'est ici que le cyclisme féminin s'est structuré. Il y a eu d'autres équipes, mais qui n'ont pas duré autant de temps que nous. Donc vraiment, nous, le but, c'est de rendre au territoire ce qu'il nous a donné. Il faut être patient. Il y a quand même beaucoup de villes qui postulent, et je pense qu'ASO saura le faire, mais voilà, il faut des villes avant et après qui puissent se coordonner avec le Tour de France au Futuroscope. Parce que le terrain de jeu des coureurs, c'est la route. Le terrain de jeu, c'est la route. Envisager un Tour de France de 8 jours sans montagne, c'est impossible. On est loin et pas loin des montagnes ici. Il faut une suite logique. Donc, les discussions avec Madame la maire de Poitiers avancent bien. Son envie, elle est claire. Elle est claire d'avoir une étape du Tour de France. Nous, on pousse derrière. Mais ASO a besoin de légitimité. Peut nous avantager, mais pas à tout prix. Et puis, il y a aussi beaucoup de villes qui postulent depuis longtemps, qui ont écrit d'autres histoires du cyclisme en général. Et voilà, il y aura une logique. Si dans les 5 premières éditions, il n'y a pas de Futuroscope, ça sera décevant, mais voilà, il faut savoir être patient et être tenace. On connaît ça. Pour 2023, vous frappez fort. Gladys Verhulst, vice-championne de France sur route l'année dernière. Quel a été le deal avec celle qui a également porté le maillot de championne de France Espoir en 2019 ? Je pense qu'elle était prête à rejoindre le World Tour. Je pense ça fait évidemment 3 ans au moins qu'on est en contact. On n'est pas prêts ensemble pour travailler ensemble. L'envie n'est pas... Elle n'est pas commune au même moment, mais on garde un contact très, très bienveillant l'un sur l'autre. A fait ses armes, que ce soit à l'ADN de Charente-Maritime, puis après dans la foulée chez Arkea, puis chez Le Col Wahou, où là, voilà, elle a une blessure d'entrée de saison. Nous, on a envie de recruter français. Ça fait quelques années qu'on ne recrute plus français. On a une vraie envie de recruter français. Et quand on se met d'accord avec les directeurs sportifs et nos directeurs de performance sur quel profil, le nom de Gladys revient en permanence. Donc c'est sûr qu'on prend contact très très tôt, on échange, on voit qu'il y a une envie commune de travailler ensemble, une envie pour elle de rejoindre une équipe World Tour, voir la sécurité et derrière je sais aussi qu'elle a beaucoup d'atomes crochus avec les filles de l'équipe, donc on met pas très longtemps à vraiment se dire qu'on va travailler ensemble, et on est très honnête sur son rôle l'année prochaine. Une phrase clé, je lui dis, en tant que Française, je pense que l'équipe où tu as le moins de chances de faire le Tour de France, c'est chez nous. Et quand elle réagit comme ça, je vois dans sa réaction qu'elle a envie de se battre pour être au Tour de France, elle a envie de se battre pour avoir un rôle privilégié, mais elle a surtout envie d'apprendre. Donc voilà, à ce moment-là, on se met d'accord avec Gladys, et puis voilà, après, faut être patient et être discret. Comment vous la voyez la saison prochaine, votre saison prochaine ? Je la vois bien, je la vois très dure cet hiver, avec beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de structuration. Amener le meilleur autour de nos cyclistes, c'est-à-dire la diététique, le médical, pousser tous ces curseurs, le meilleur matériel. Être vraiment encore plus à la pointe. Je pense qu'on est à la pointe, mais les autres travaillent très dur. Et on a bousculé beaucoup d'équipes et elles vont avoir qu'une envie, c'est de nous éjecter des premières places. Prenez SD Works, quand nous on fait 2 victoires sur les Ardennaises et une place de 2, et eux ils ne remportent rien alors que c'est largement le plus gros budget et qu'ils ont prouvé depuis des années qu'ils dominaient ces Ardennaises. Ils vont travailler très dur. Donc nous, si on reste juste stable, on perd. Donc je crois à un hiver très très dur du côté du staff. Les filles vont devoir s'entraîner encore très très dur. Et j'espère un très bon début de saison qui va passer par évidemment les Strade Bianche, qui sont une course qui fait rêver, une course que l'équipe n'a pas encore séduit. On a fait 5e, mais voilà, c'est pas suffisant pour le moment. Donc j'espère un bon début de saison, une confirmation de notre ranking mondial avec... une équipe qui joue la gagne dans n'importe quelle course qui prend le départ, et je pense par exemple aux Flandriennes ou aux Ardennaises dans la foulée, où on marquera cette édition et on enchaînera très vite au mois de mai avec la Vuelta. Donc là, ça sera un enjeu majeur aussi pour l'équipe. Et pour finir, si vous aviez un mot à dire à tout votre staff, vos filles, l'équipe, lequel serait-il ? Merci. Merci, parce que les émotions qu'on peut vivre dans nos métiers ne sont pas les émotions qu'une personne lambda vit dans son métier au quotidien, et ce qu'elles nous ont fait vivre cette année. Il n'y a pas d'autre mot que merci. Et j'élargirai mes merci à toute la communauté qui nous suit au quotidien et qui nous pousse à être meilleurs. Parce que les messages d'encouragement qu'on a depuis le début de saison sont impressionnants et font très chaud au cœur. Merci beaucoup, Stéphane Delcourt, manager général de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Merci à vous.
13h35, Loes se rend au départ. Nous prenons place dans la voiture de Flavien Soenen. A bien distingué à de nombreuses reprises, notamment chez... On va suivre évidemment avec beaucoup d'attention Loes de Guest. Alors que là, on doit maintenant... Next corner on the right soon. Dernier carton de la Confédération Helvétique avec Marc Walter qui s'était imposé, avec Stephen Kuhn que l'on retrouvera tout à l'heure. And let's go for the straight line with all the climb. Come on, allez. 37 minutes d'effort intense, 37 minutes d'informations envoyées dans son oreillette par son directeur sportif. Allez, focus. 400 meters until the roundabout on the left. Come on, almost 2K to go. Allez, Loes, allez, 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 allez. Allez, last line, allez, allez, until the finish line. Allez, Loes, allez, 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 come on, come on, come on, come on, come on. 100 meters, allez, Loes, allez, 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 allez. Until the line, until the line. Allez, 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 allez. 12 secondes, jeune marqueur Autriche est troisième à 21 secondes, Coraline Lemay est quatrième, alors que nous avions l'arrivée également de Célia Lemuel. Loes de Guest termine à la 5e place et dépasse sur la fin Célia Lemuel, la championne de France espoir. Okay? That's good. Hard? You want something to drink? You have? Gigi? 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 Débriefing de la performance avec Flavien Soenen, puis quelques minutes plus tard, celle qui remporte le classement de meilleur espoir, Marie Lenette, se présente en fond de ligne. C'était quand même un bon contre-la-montre. Ouais, c'est un bon chrono, elle a été constante, elle a eu un peu de mal sur la portion où en fait il a fallu enchaîner des montées-descentes parce qu'elle avait fait une très grosse première partie, mais elle a très bien fini après. Donc du coup elle a été capable de reprendre de la vitesse, donc maintenant on va voir un petit peu, elle avait le 3e temps inter, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, bah, c'est intéressant, on se dit qu'on a un profil intéressant là, on a une athlète qui est douée et qui aime bien l'exercice du chrono, donc on va pouvoir bien s'amuser avec elle. Marie, on va voir Marie un coup. Van Dijk. 9e temps. Ça n'a pas perturbé la Suissesse là, elle crève et il change la roue et il change de vélo. Non, mais après c'est Marie, c'est la fin de saison. Hein. Tout ce que tu as fait cette année. Thank you. How did you go? Oh, it's so hard for me. I don't know how you do because but it's also hard for me. How did you go? oh, I don't know, maybe 10. Oh, good. Yeah. But I think first under 23 on my last race in under 33. Yeah, that's a good one to finish it off. Yeah, after I'm old after. Not as old as me, so don't. Bon, Gachi nous a sauvés de remettre un autocollant. Un manager conquis, la pression retombe. C'est un pote quoi. C'est un pote qui s'aspire. Ah ouais? Quand on l'enlève, ouais, je pense à la ventouse, il a un bon carrossier. Quoi. Très bien, alors, on est très détendu, sans pression. 2 cyclistes pour nous de l'équipe. Notre nouvelle recrue Loes Adores qui était avec nous aujourd'hui. Donc pas de pression, on a envie de faire les choses bien. Elles ont tout donné, il n'y a rien à regretter. Mais on sent que c'est une course où quand on a fait une saison 2022 qui est exceptionnelle, on a beaucoup moins de pression, on n'est pas à la chasse au point. Donc on finit bien et avec le soleil c'est encore mieux. Ça dépend vraiment des saisons, là il y a zéro tension, on fait une grosse saison, depuis 3 saisons on monte en puissance, l'effectif ne bouge pas, le staff bouge mais en s'agrandissant, mais la base est toujours la même, donc on est serein, on a envie de profiter, il reste 4 jours de stage administratif, mais là ce qu'on a envie c'est vraiment de profiter de ces moments-là de popularité aussi avec les fans autour de nous et de bien finir sur les 4 jours de stage qui arrivent
décompresser un peu, mais c'est vrai que pour la direction, ça va être tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour préparer 2023. Pour terminer la journée, Emmanuel Merlot et Stéphane Delcourt se rendent au protocole pour la remise des prix pour Marie Lenette. Voilà, cette jeune fille a été championne du monde, vice-champion du monde. Je crois qu'on peut lever les mains, applaudir plus fort encore. Bravo donc à Marie Lenette qui va être félicitée. Ça va comme ça, Marie? On arrive, on fait le tour. Clap de fin pour la FDJ Suez Futuroscope. Le staff et les coureuses vont donc se concentrer sur la saison 2023 pour espérer rééditer cette folle saison l'année prochaine. Un entretien à retrouver en intégralité sur le site na.media, entretien donc réalisé en octobre dernier au siège social à Jaunet-Marigny, donc de la FDJ Suez Futuroscope. Maintenant, je vous propose d'accueillir sur Na TV celle qui a porté le maillot de championne de France et qui a remporté les championnats de France en 2019, Jade Viel. Bonjour Jade Viel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va, on vient de rentrer de rouler là, tout se passe bien. Alors la saison 2023 débute sur les chapeaux de roue pour vos coéquipières en Australie. Vous avez regardé un petit peu le Dow-Ender? Ouais, j'ai bien suivi les filles, même si c'était un peu tôt, ou même plutôt pendant la nuit. Mais on avait le droit à un petit replay et puis surtout les messages sur le groupe pour féliciter les filles qui avaient gagné. Alors justement, dans l'équipe alignée sur le Dow-Ender, on a deux nouvelles recrues, Loussa De Guest et Gladys Verhulst, notamment Gladys qui a porté le maillot de meilleure grimpeuse sur la première étape avant de le perdre dans la foulée. Ça va faire du bien ça au collectif, une coureuse comme Gladys qui rejoint vos rangs? Oui, carrément, c'est une fille qui est très punchy, très offensive. Donc c'est aussi dans l'état d'esprit de l'équipe. Et c'est une fille qui a pas peur, qui a de la force et ça peut aussi nous apporter des belles victoires, comme on a pu voir aussi lors d'un critérium qu'elles ont fait en Australie. Ah, justement, avec la victoire de Clara Copponi, on en reviendra juste après. De Gladys Verhulst, pardon. Une autre coureuse qui s'est illustrée, c'est donc Clara Copponi, la sprinteuse de votre équipe, deuxième sur la première étape. Elle est comment, Clara, à l'entraînement? Parce que vous êtes originaire d'Aix-Provence, toutes les deux, donc vous devez rouler ensemble, on suppose. Ouais, ben on habite à 800 mètres à vol d'oiseau, mais finalement on n'arrive pas tellement à se retrouver et à bien faire coïncider nos entraînements, puisqu'elle est plutôt axée aussi sur la route. Et donc c'est un peu plus compliqué de se trouver, ouais. Alors, troisième et dernière étape donc, du Dow-Ender, Grace Brown saute dans la roue d'Amanda Spratt et vient la coiffer sur la ligne et remporter donc le Santos Tour Dow-Ender. Ce sont des concurrentes donc originaires d'Australie. Est-ce qu'elles n'ont pas un pic de forme un peu plus tôt que les occidentales? Si, totalement, parce qu'elles ont eu leur championnat national en début de mois de janvier. Donc c'est vrai que leur préparation a été plus rapide et on va dire efficace aussi, je pense, que les autres filles. Ça fait aussi plus de 2 mois qu'elles sont sur le territoire, donc elles n'ont pas le décalage horaire, tout ça. Et c'est vrai que c'était une course aussi qui était un objectif pour Grace à la maison. Elle voulait gagner et c'est chose faite. Et c'est des paramètres qui rentrent en compte, ça, l'acclimatation, quand on est coureuse cycliste? Oui, il faut le prendre en compte. Après, là, l'équipe a pu venir sur place, il me semble, une semaine avant. Donc, on dit que c'est à peu près le temps qu'il faut pour soit s'acclimater et puis faire que le cœur ne monte pas trop haut, que les jambes et les sensations ne sont pas trop mauvaises. Alors, Grace Brown, c'est quel type de coureuse? Parce qu'on l'a vu s'illustrer sur un sprint, mais elle grimpe très bien également. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la Wout van Aert du peloton féminin. Elle sprint très bien en petit comité, elle a une très bonne pointe de vitesse, elle grimpe aussi très bien, elle peut vous faire un tempo d'enfer pendant 3 heures. Donc c'est vrai que c'est un peu un couteau suisse et là, elle a réussi à rouler intelligemment en restant bien au chaud, en faisant pas trop d'efforts. Et on savait que si jamais elle arrivait à la flamme rouge avec son adversaire, elle pouvait la battre au sprint. Il y a quelques temps, vous revenez aussi d'un stage en Espagne. Vous n'avez pas pu rouler avec Grace Brown aussi, vous l'avez fait? Non, du coup, elle n'était pas venue avec nous en Espagne. Elle est restée chez elle, en Alors ça Australie. va. Quand vous allez pouvoir rouler avec elle, peut-être que vous pourrez alors à ce moment-là voir un peu quel type de coureuse il s'agit et puis un petit peu la cerner pour le collectif. Ouais, bah, j'ai déjà cerné, je pense, avec l'année dernière. C'est vraiment une fille de classique, mais aussi, je pense, une fille qui peut
réussir à remporter des classements en général, puisque elle est très forte en chrono, donc dès qu'il y a un chrono, ça peut aussi lui être favorable. Donc c'est vraiment une fille très très forte et c'est vraiment cool de l'avoir dans l'équipe. Alors, une du collectif qui était alignée aussi sur ce Dowender, c'est Victory Guillemin, originaire d'Angoulême en Charente. C'est quel type de coureuse, Victory? Elle est un petit peu plus discrète, c'est vrai, un petit peu un rôle d'équipière. Oui, c'est vrai que c'est une équipière de luxe, hein. Elle est plutôt axée, on va dire, sur la montagne, de par son gabarit. On va dire que c'est souvent la dernière lanceuse avant les attaques et c'est vraiment une très bonne épaule pour nos leaders et c'est aussi grâce à elle que nos leaders peuvent gagner puisqu'elle les protège du vent, elle les place avant chaque moment clé. Donc c'est important d'avoir des filles comme ça dans l'équipe. Alors vous, voilà, vous avez dû sûrement, enfin, vous avez suivi les performances de vos coéquipières. Comment vous les avez trouvées? Est-ce qu'il y a des choix que vous aurez fait? Peut-être, alors vous n'êtes pas directrice sportive, mais est-ce que vous aurez couru différemment que vos coéquipières? Bah, pour le coup, quand on voit le résultat, j'ai envie de dire non, puisque elles ont fait le jackpot, hein. Elles ont réussi à remporter le maillot de sprinteuse aussi. Il me semble que Clara l'avait dès la deuxième étape avec le maillot de grimpeuse pour Gladys. Elles ont fait deuxième au sprint à la première étape. Peut-être que la victoire aurait été mieux, mais ça reste un sprint. On sait aussi que Clara, elle revient d'une petite grippe en fin décembre. Et après, ben, elles ont vraiment fait un bon train et un bon tempo pour Grace dans le final pour le dernier jour. Et elle a réussi à faire coup double, donc non, pour le coup, on peut que leur dire chapeau. À la fin de la saison dernière, en 2022, la FDJ Suez termine quatrième du classement World Tour. En fait, vous rivalisez maintenant, vous pouvez rivaliser avec les grosses formations, à l'image de DSM, SD Works ou Canyon SRAM. Ah oui, totalement. Pour le coup, on n'a vraiment rien à leur envier. On a un staff, on a du matériel, on a des coéquipières, on est vraiment une équipe. En plus d'être une équipe, c'est un peu comme une famille. Donc non, je pense qu'on a tous les éléments pour briller, pour monter sur ce podium. Et justement, là, pour le moment, on est première. Donc à nous de conserver cette place et de continuer comme ça, sans se prendre la tête et en réussissant à faire ce qu'on veut, quoi. Est-ce que les autres équipes peuvent avoir peur de la FDJ Suez pour 2023? Oui, je pense et je l'espère, puisque c'est vrai qu'on sent aussi, rien qu'en fin d'année dernière, qu'on arrive plus à se faire respecter dans le peloton quand on remonte, quand on roule vraiment en équipe. C'est plus facile aussi de manœuvrer dans le peloton. Donc, je pense que si, quand on voit le nombre de victoires qu'il y a eu l'année dernière, on peut que être regardé et c'est aussi une fierté de se dire que les autres ont peur de nous. Mais c'est à nous de se servir de ça pour justement montrer on est fort, qu'on est unis et qu'on peut briller sur tous les terrains. Donc on le rappelle, un retour du Dowender 2 ans après la dernière édition en raison de la crise Covid. Vous l'avez trouvé comment? Vous les avez trouvés comment ces retrouvailles avec les cyclistes à l'autre bout du monde? Ben, pour le coup, on voyait pas souvent le public lors des reportages et lors des courses en direct. Mais je pense que ça a dû bien se passer. L'organisation, de toute manière, est toujours top, hein. On voit que la sécurité est respectée, que les podiums, les maillots sont aussi très jolis. Donc je pense que c'est vraiment un pays qui aime le vélo et ils avaient tout mis en place pour que ce soit une réussite, cette reprise. Donc on peut leur dire bravo et on espère, et j'espère y aller aussi l'année prochaine. On va s'intéresser à vous, Jadviel, 22 ans, polyvalente et capable de briller également sur des courses en sprint, en ligne. On l'a vu notamment lors des championnats de France en 2019 à la Foissière. Vous endossez le maillot tricolore, c'était le 29 juin 2019. C'était comment cette journée pour vous? C'est vrai que c'est une journée qui est vraiment gravée dans ma mémoire. Je pense pas qu'en me réveillant, je pensais à cette course-là. Pour le coup, c'était la Saint-Jade, donc je sais pas si c'était un signe, mais non, c'est vrai que tout s'est très bien déroulé. J'ai roulé avec mon cœur et avec mon instinct et ça m'a permis de décrocher cette victoire. Donc je demande qu'à refaire ça, mais c'est vrai que c'est une journée qui était vraiment mémorable et grâce à ça, justement, je peux avoir sur mon maillot le tricolore sur les bras, donc c'est une fierté. Justement, on en parlait tout à l'heure, première devant Victory Guillemin. Ouais, c'est vrai que Victory, elle est souvent, souvent là et souvent placée au championnat. C'est une course de championnat, c'est, je pense, des fois le fait que ce soit une course en circuit aussi. Ça ne va pas à tout le monde et aussi d'avoir ce petit stress avant le départ et l'envie de ramener ce maillot à la maison. C'est une course d'un jour. Donc là, il n'y a pas de classement sur différentes étapes. Il faut être là le jour J, que tout soit aligné et il faut que ça brille, quoi. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué dans la presse sur vous, c'est dans le magazine Les Sportifs, vous dites: «J'aimerais changer de travail tous les jours». Pourquoi?
Non, c'est vrai que si j'étais pas cycliste professionnelle, bon, pour le coup, c'est vrai que pour moi, c'est le plus beau des métiers, hein, je vis de ma passion, donc je peux rien demander d'autre. Mais je suis une fille qui aime bien toucher à tout, qui aime bien découvrir tout. Rien que dans l'équipe, j'aime bien aller discuter avec les mécanos, avec les assistants. Et si je pouvais, j'aimerais bien faire un métier par semaine pour voir un peu tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vrai que la vie, elle passe tellement vite qu'on se dit là, ben, peut-être que je vais faire du vélo pendant 10, 20 ans. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien savoir un peu tout ce qui se passe autour de moi, mais pour le moment, je suis concentrée sur le vélo. Là, je suis vraiment à 100%. Je redémarre une année avec deux jambes toutes neuves, donc je suis plus que motivée et j'ai envie de voir aussi ce que ça va donner et voir mes limites. Et comment vous voyez, vous, le cyclisme féminin en 2023? Déjà, je sais même pas comment on pouvait l'imaginer en 2022 et je pense que c'est plus qu'une réussite. On a eu un Tour de France qui a été grandiose, qui a été très regardé. On entend beaucoup de gens, tous les gens que je croise, on va dire, à vélo en ce moment, ils me disent, c'est vrai que le vélo féminin, c'est super à regarder et on demande plus ça, en fait. Limite, quand ils voient les courses des hommes où il y a 200, 250 km, on se dit, bon, on peut faire une sieste au milieu, alors que non, chez les filles, il peut tout se passer à n'importe quel moment. Et je pense que c'est ça aussi qui amène ce petit peps. Et pour le reste, ben, je pense qu'on espère encore la création de nouvelles courses, que les équipes continuent encore plus à se structurer et que chaque fille qui veuille et qui puisse faire du vélo de haut niveau puisse vraiment trouver en ça leur métier. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, courant juillet, hein, durant le Tour de France Femmes, on a vu des messages passer. Ouais, c'est une course de cadettes, elles roulent comme des cadettes, elles savent pas rouler, notamment sur cette étape où vous perdez votre coureuse italienne sur chute. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces critiques-là? Bah déjà, je leur demande de monter sur le vélo parce que c'est vrai que quand on regarde à la télé, ça a l'air facile, mais quand on se retrouve lancé à plus de 50 km/h, serré à 8 sur une ligne, c'est un peu moins facile. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension dans le peloton, hein, pour ce que les filles m'ont dit. Ça voulait jamais laisser les sortir les échappées, donc c'était très nerveux. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu pas mal de chutes, puisqu'il y a quand même une certaine différence de niveau entre bah, les meilleures mondiales et celles qui sont dans des équipes encore continentales, pas encore rémunérées et qui font pas ça à temps plein, quoi. C'était bel et bien Marta Cavalli, hein, la coureuse qui m'a échappé. On va donc revenir sur vous, hein, Jade Viel. Vous avez commencé donc le vélo à l'âge de 5 ans, cette passion donc, que vous avez héritée du fils de votre nounou qui roulait en club à Penmirabeau. Pourquoi ce déclic? Bah, c'est vrai que du coup, elle me gardait tous les mercredis. Son fils s'était inscrit et c'était un sport de plein air. C'était un sport où il y avait le goûter à 16 heures, donc c'était plutôt sympa. Et puis c'était assez c'était assez prenant puisqu'en fait on devait revenir bah, tous les mercredis. On roulait autour d'une piste, on faisait des petits jeux. Des fois on allait sur la route, des fois on faisait du cyclocross. Donc c'était très varié et j'ai tout de suite accroché et depuis je suis jamais redescendue de mon vélo. En 2015, donc, vous quittez votre Provence pour Besançon en rejoignant la structure féminine, enfin, la structure féminine pardon, de Morteau. Comment vous avez été accueillis là-bas? J'ai été très très bien accueillie. C'est vrai que du coup ça m'a fait partir assez tôt de chez moi. Je suis partie en lycée, donc c'était un internat. En premier temps, c'était plutôt pour rejoindre le pôle espoir de Besançon, qui était en plus spécialisé dans le cyclocross, qui était ma discipline de base. Mais tout s'est très bien passé. Ce qui était le plus compliqué, c'était vraiment les week-ends. L'internat était fermé, donc je devais faire les allers-retours dans le sud, donc c'était assez fatigant. Mais sinon, tout a bien accroché. J'aimais bien même leur petit accent. Donc c'est vrai que j'y suis restée 4 5 ans, mais je suis toujours en contact avec eux puisque mon entraîneur est toujours basé sur Besançon. Donc vous faites vos armes au cyclocross avant de quitter les sous-bois et rejoindre donc cette équipe FDJ Suez Futuroscope en 2019. Vous êtes dans la même équipe donc depuis 2019. C'est un peu un gage de confiance de Stéphane Delcourt de vous avoir prolongé. Oui, c'est vrai que à la fin, en milieu d'année dernière, j'ai eu pas mal de doutes quant à mon statut dans l'équipe. Parce que c'est vrai que quand on commence, on est équipière et je suis plutôt du caractère à vouloir toujours plus, à vouloir un peu mener la troupe. Et c'était un peu frustrant justement d'avoir toujours ce rôle de coéquipière et de pas pouvoir monter des fois sur les podiums et tout ça. Et justement, en gage de confiance, il m'a bien fait comprendre que c'était pour le moment un rôle que j'avais car j'étais encore jeune, mais que ça tendait à évoluer. Et en me montrant que
je pouvais signer encore pour 3 ans dans l'équipe. C'était vraiment un gage de confiance et j'ai tout de suite dit oui. Alors en possédant évidemment ces fameux liserés de championne de France, est-ce qu'à l'intersaison, vous avez été abordé par d'autres équipes? Non, j'ai pas été abordée. C'est vrai que j'étais de toute manière encore en contrat pendant 1 an, donc au moins jusqu'à fin 2023. Donc j'ai pas été abordée, j'ai pas cherché non plus, puisque de toute manière je me sens bien ici. Donc c'est vraiment en cas de très gros problème que je chercherai à aller ailleurs. Mais pour moi, non, l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs et je me sens très bien ici. C'est vraiment comme ma famille, comme je vous disais, et je peux exercer mon métier. J'ai la confiance de mes DS, de mon staff. Donc il y a juste à moi de faire mes preuves, d'aider mes coéquipières et d'aller chercher ces victoires. Donc vous avez choisi de prolonger pour 3 autres saisons jusqu'en 2025. Quelles seront les missions qui vous seront confiées? Vous l'avez dit, hein, vous aimeriez avoir un peu plus de possibilités, aller chercher les marges des podiums? Ouais, c'est ça. De base, je suis un peu, on va dire, comme le profil de Gladys, justement. Et j'aime bien être à l'attaque. J'aime bien finir une course rincée et pas seulement faire les 100 premiers kilomètres et aider mes coéquipières. Donc, j'aimerais juste avoir un peu plus de liberté, pouvoir faire le vélo que j'aime où on réfléchit pas et on roule à l'instinct. Et je pense que ça, l'équipe l'a compris. Là, ils savent que je reviens en forme, que je reviens sans blessure. Donc, à moi de faire mes preuves en course et de montrer aussi mon engagement envers l'équipe. Elle va s'axer comment votre saison 2023? Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a qu'une partie de notre calendrier. On fonctionne à peu près sur 2, 3 mois. Donc là, je vais plutôt avoir des courses d'un jour en classique, Belgique ou tout ce qui va être classique, ardennaise, tout ça. Ensuite, normalement, je devrais être sur Paris-Roubaix, qui est une course que j'affectionne particulièrement, justement, venant du cyclocross. Je pense que ça me permet de pouvoir faire, de pouvoir manier mon vélo comme je le souhaite aussi. Et après, au mois de mai, du coup, nous ne connaissons pas encore notre calendrier personnellement, mais il y aura plus tout ce qui est course à étapes, la Vuelta, le Giro, et en été, le Tour de France. Donc, mon objectif sera clairement d'y participer. Cette année, normalement, il y aura 7 filles au départ. Donc, il y a à moi de faire mes preuves et d'y aller. Alors justement, l'expansion des courses ASO déclinées au féminin, une course que vous n'avez pas pu courir l'an dernier, vous l'avez dit, votre petit sourire, c'est le Tour de France Femmes avec Zwift. Vous avez été déçu de ne pas y participer? Bah, c'est vrai que j'ai pas été déçue parce que je venais de me faire opérer mi-février et notre présélection est sortie en avril. Donc normalement j'en avais pour 2 mois de convalescence, donc je me doutais que j'allais pas faire partie de ce groupe. Donc je pense que ça m'a permis d'être un peu moins frustrée. Après, c'est sûr que quand j'ai regardé la vidéo qui a été faite par nos confrères d'Eurosport, j'avais un peu des regrets, mais ça m'a encore plus motivée et ça m'a encore plus donné la hargne pour décrocher ma place cette année. Avec entre autres la victoire de Cécilie. Vous avez la rage, voilà, vous l'avez dit cette année justement pour participer à ce Tour de France Femmes. Ouais, c'est clair. En plus, il se déroule dans le sud-ouest, donc c'est pas très loin de la maison. J'ai vraiment envie que tout mon entourage puisse venir me suivre pendant cette semaine qui devrait être extraordinaire. Donc c'est vrai que il y a un peu moins de variété, on va dire, comparé au Tour de France de l'année dernière, où on avait pu avoir une étape avec les chemins, une étape vraiment, vraiment très très dure du côté de l'Alsace. Donc non, je pense que c'est un Tour de France qui est ouvert. On aura des leaders qui seront prêtes. Et pour le coup, j'ai envie de les accompagner et j'ai envie de vivre cette course qui est pas simplement une course parce que je pense que c'est vraiment comme une histoire qui se crée pendant cette semaine-là et j'ai pas envie de la louper. Au Palais des Congrès de Paris, Stéphane Delcourt nous avait confié que cette arrivée au Tourmalet, elle était dessinée pour nous. Ça en dit beaucoup peut-être sur votre sélection. Oui, c'est vrai. Bah déjà l'année dernière, hein, on avait 2 leaders qui étaient désignés elles étaient tout simplement au même niveau et on savait pas vraiment aussi comment la course allait se courir, comment les écarts allaient se faire. Là, je pense que le Tourmalet, quand on est sur une bosse de plus de 20 kilomètres, on peut vraiment dire que c'est une pure grimpeuse qui va remporter ce Tour de France. Et je pense qu'on a l'une des meilleures grimpeuses au monde de notre équipe. Donc ça va être aussi ça, d'avoir 7 éléments qui vont pouvoir l'aider et qui vont lui permettre de s'économiser au maximum pour cette étape-là. Vous l'avez dit, vous avez 2 nouvelles jambes. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Eh bien, des victoires, hein, parce que comme vous l'avez dit, vous, ma dernière victoire remonte à 2019.
Donc ça commence à faire. J'ai vraiment envie de ressentir ce plaisir et puis de montrer aussi que l'entraînement, c'est l'entraînement, mais qu'en course, il faut être là et présente. Merci beaucoup, Jade Viel, pour cet entretien. Ancienne championne de France 2019. Merci à vous. Ben, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Jade Viel. On le rappelle, championne de France 2019 à La Haye, Foissière et coureuse de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la voir ou la revoir sur le site na.media. Je remercie Paul Maison-Rognou à la réalisation et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine course de vélo. Welcome to sensational Adelaide in South Australia, the home of the Santos Tour Down Under. 1 kilometre to go.